Donc moi je suis Loïc Defoe, j'habite près de Tarascon-sur-Ariège, dans la montagne, où je suis éleveur de brebis sur une exploitation d'une bonne soixantaine d'hectares. Je me suis installé en agriculture il y a 20 ans, sur la zone intermédiaire qu'on appelle, c'est-à-dire pas le fond de vallée mais plus haut dans la montagne, et sur des terres qui avaient été délaissées par l'agriculture lors de l'exode rural et qui ont ensuite connu le feu avec une périodicité de 3 à 5 ans, ce qui a fait de gros dégâts sur le sol, qui est beaucoup moins fertile qu'autrefois, et surtout qui a mis en place la fougère aigle et le genêt à balai, en empêchant la forêt de s'installer. Et donc arrivant dans cette situation, moi j'ai bien compris que le feu c'est pas une bonne chose. Et je n'ai jamais mis le feu et j'ai débroussaillé de manière mécanique et avec des résultats. Sur les terrains mécanisables, c'est assez facile. On prend un tracteur agricole classique et puis on met un girobroyeur et puis avec ça on débarrasse au premier passage les ronces et les genêts, reste la fougère et là il faut passer 2 à 3 fois par an pendant plusieurs années pour en venir à bout. L'idéal étant de pouvoir labourer les anciens labours parce qu'à ce moment-là on va détruire le rhizome de la fougère et là on en est quitte en un seul passage. Et en plus le labour aère le sol, ce qui fait énormément de bien à la terre. Et ensuite on peut aussi sur ces zones-là apporter du fumier et semer. Et donc là c'est assez facile de restaurer la terre à ces endroits-là. Mais chez moi ça représentait 20% de la surface seulement. Le reste c'est de la pente. Et dans la pente, soit on se lance avec le tracteur en se faisant très peur et de toute manière on ne passera pas partout. Soit on attaque ça à la débroussailleuse à dos, et donc ça va bien, ça marche bien, sauf que quand on a 30 hectares à la débroussailleuse à dos et qu'il faut passer 2 fois, 3 fois par an, on s'épuise. Soit sinon j'utilisais aussi une vieille moto faucheuse. Alors ça marche bien sur la fougère, la moto faucheuse, mais la machine était âgée et donc souvent en panne et cela rendait son utilisation aléatoire. Donc j'ai fini par investir dans un matériel de débroussaillage adapté à la montagne. Il s'agit d'un petit tracteur à chenilles de 30 chevaux, d'1,20 m de large par un peu plus de 2 mètres de long, donc c'est assez petit comme outil. Et l'intérêt de la chose, c'est qu'il est radio-guidé. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur la machine, on est à quelques mètres derrière et au moyen d'une télécommande, on guide l'appareil. Alors cet engin coûte assez cher. Moi je me suis contenté d'une entrée de gamme qui néanmoins correspondait à mes besoins, qui était le girobroyage de la fougère. Du coup avec cet appareil, il y a l'entretien, la récupération des terres sur des dizaines d'hectares et leur entretien n'est plus un problème. Parce que ça va vraiment, c'est fait pour, c'est du matériel qui fonctionne parce que c'est neuf, et puis surtout on ne se fait pas peur, on n'est pas dessus, on n'est pas sur la machine, on est à côté. Si la machine se retourne, elle se retourne toute seule. Et donc ça c'est très, très reposant, donc on peut faire des journées assez longues. Alors sa capacité est sur un premier passage de 5 heures pour débroussailler 1 hectare. Lorsqu'on est passé une première fois, qu'on a retiré les pierres qu'on pouvait retirer, qu'on a repéré les autres, que la végétation repousse mais elle est moins haute, à ce moment-là on va plus vite. On a 3 vitesses d'avancement sur la machine. Voilà. Et ce qui m'a... Donc l'année dernière, j'ai été invité par l'autorité préfectorale à participer à la réunion d'une mise en place d'une clé. Donc c'est un comité local d'écobuage, de manière expérimentale sur la commune voisine, enfin sur le groupe de communes dont je faisais partie, pour en fait mieux encadrer et légaliser ou du moins assouplir la législation en matière d'écobuage. Et ça m'a fait très peur parce que je me suis dit si on commence à favoriser l'écobuage, déjà qu'il y en a énormément, ça ne va plus en finir. Donc je me suis rendu à cette réunion et d'emblée j'ai fait part de mon opposition et des arguments qui étaient les miens pour dire le feu c'est vraiment pas la solution. On peut faire autrement, on doit faire autrement. Et comme ça n'avait pas l'air de réagir, bon ça c'est normal, j'ai pris ma plus belle plume et j'ai écrit une lettre ouverte à madame le préfet pour lui raconter toute cette histoire. Et lui dire là on va autoriser l'écobuage. Voilà ce que ça engendre comme problème, la fougère, le genêt. Le résultat du feu, on l'a déjà, on le connaît. Et finalement, moi je fais autrement. Et si moi je peux faire autrement, ça veut dire que tous les autres paysans
ils peuvent faire autrement. Parce que moi, je suis un petit paysan, je n'ai que 120 brebis. Donc, je suis parmi les paysans ceux qui ont le moins de moyens. Et j'y arrive. Donc, les gros, ils doivent pouvoir y arriver aussi, il n'y a pas de raison. Et cette lettre a été très bien reçue par sa destinataire, puisque dans un premier temps, elle m'a reçu à la préfecture. Et puis, au terme de l'entretien, elle m'a demandé de me rendre visite sur mon exploitation pour se rendre compte de visu, ce que je lui avais raconté. Donc, elle est venue. Et après quoi, elle a décidé de mettre en place un comité de réflexion par rapport au problème de l'écobuage, auquel elle m'a associé. Ce comité de réflexion comprenait la profession, les syndicats, l'administration, et puis un peu tous ceux, l'ONF, les chasseurs, enfin tous ceux qui souhaitaient y être, et moi. Et elle a annoncé également qu'il y aurait un débat public cet automne. Voilà. Et alors cette lettre ouverte a tourné sur l'internet et j'en ai reçu des échos d'un peu partout, et notamment Michel Botelia qui m'a contacté un jour en me disant nous au Pays Basque on a le même problème qu'en Ariège, c'est-à-dire qu'on est envahi par les écobuages, on s'est constitué en collectif, on essaye de lutter, il serait intéressant qu'on se rencontre pour échanger et éventuellement aussi pour se solidariser, nos efforts, et être plus forts ensemble. Et c'est comme ça que je suis venu à la journée de l'air le 20 septembre. Les collègues sont respectueux de mon travail et de la manière dont moi je vois les choses, mais ça ne va pas plus loin. C'est-à-dire que chacun sa méthode, chacun ses problèmes, chacun ses résultats, et puis voilà. Et les échanges, il n'y en a pas tant que ça. Lors de la réunion, lors de la première réunion du comité de réflexion, j'ai parlé, on m'a écouté. Alors, moi je mets en place des bois clairs. Parce qu'en fait, ce qui me semble, mon expérience m'a amené à constater que là où il y a des arbres, quand on débroussaille au pied des arbres, la friche recule beaucoup plus vite. Mais beaucoup plus vite, ça n'a rien à voir, quoi. Et en plus, la qualité de l'herbe qui est très affectée, qui est très pauvre dans la fougère quand il y en a, c'est généralement du Brachypode penné, c'est une herbe spécifique des terrains pauvres et très peu appétante pour le bétail. Et bien ce Brachypode penné, il est remplacé par des herbes beaucoup plus intéressantes là où il y a des arbres. Alors évidemment, il ne s'agit pas de mettre en place la forêt profonde, parce que sinon là il n'y a plus de sous-bois. Et il faut sélectionner également certaines essences, comme les chênes, les hêtres, les merisiers, etc. Si on met en place la hêtraie, spontanément, il n'y a pas de sous-bois. Donc pour le pastoralisme, les hêtres n'ont aucun intérêt. Et donc, voilà, je préconise, moi, je vais installer chez moi, partout où c'est possible, des bois clairs. Et en faisant des recherches sur l'internet, en allant sur le site gouvernemental, eh bien, je me suis aperçu que le gouvernement précédent, le ministère de l'Agriculture, faisait la promotion de l'agroforesterie et faisait exactement le même constat que moi. Donc ça c'est très intéressant. Quand on dit ça aux responsables de la FNSEA, ils se cabrent. Ils disent non, c'est pas vrai, il y a deux choses, il y a le monde du pastoralisme et le monde de la forêt, et ils sont incompatibles l'un avec l'autre. Donc ils s'appuient sur rien, c'est comme ça. Il y a un autre problème qui justifie la prolifération des écobuages, c'est celui de la PAC. Il faut savoir, alors c'est des problèmes assez compliqués, il faut savoir que les aides aux surfaces sont proratisées maintenant. C'est-à-dire que ce qu'on appelle une aide aux surfaces, 1 hectare égale un droit à paiement de base, un DPB. Et ça c'est proratisé, c'est-à-dire que l'Europe ne paye plus les broussailles, elle paye que l'herbe. Donc on demande aux paysans d'estimer le pourcentage de broussailles qu'il a sur ses parcelles, et seul le pourcentage d'herbe sera subventionné. Si des broussailles, eh bien ce pourcentage va augmenter. Si le milieu se ferme, eh bien le pourcentage diminue. Au-delà de 80% de broussailles, l'aide n'est plus versée. Alors il y a une autre chose, c'est que ces aides ne sont pas plafonnées. Par contre, pour activer des DPB, il faut les charger en bétail. Il faut charger les terres en bétail. Donc il faut avoir du bétail, au moins administrativement, qu'on fait passer sur les terres. Et après, plus on a de bétail, plus on peut plus on peut charger en des hectares, et plus on peut activer de DPB sans qu'il n'y ait jamais de limite. Et donc les très grosses structures qui ont beaucoup de bétail peuvent charger énormément d'hectares
et déclarer énormément de DPB. Et donc ils n'auront jamais les moyens physiques d'aller débroussailler mécaniquement toutes ces terres. Et si le taux d'embroussaillement est supérieur à 80%, eh bien, ils auront zéro aide. Donc l'intérêt pour eux de recourir à l'écobuage, c'est non pas de ramener la verte prairie partout, mais c'est simplement de débarrasser les terrains des ligneux les plus importants, ceux qui gênent, qui empêchent le passage du bétail. De manière à retomber dans la tranche de prorata de 50-80, ce qui leur permet de toucher à peu près le tiers de l'aide. Cette aide qui sera, donc normalement à 2020, on devrait être sur les DPB à la moyenne nationale sur l'ensemble de la nation, aux alentours de 130 € l'hectare. Donc le tiers de 130 € multiplié par des centaines d'hectares, ça fait beaucoup d'argent. Et le réel intérêt des paysans pour l'écobuage, il est là. À mon avis, il est là, il n'est pas ailleurs. Il ne faut pas chercher ailleurs. Le reste, il s'appuie sur des résultats d'études scientifiques qui légitiment l'écobuage. Moi, ces études, j'en ai lu une partie, je ne vois pas, avec leurs résultats, comment on peut légitimer l'écobuage. J'ai lu les arrêtés préfectoraux de l'Ariège. Les arrêtés préfectoraux autorisent l'écobuage, interdisent le brûlage pour les particuliers parce que ça pollue l'air, mais c'est autorisé pour les pastoraux. Ces écobuages sont soumis à simple déclaration en dessous de 15 hectares et soumis à autorisation au-delà de 15 hectares. Du moment qu'un écobuage il a été déclaré, que la personne est dans les clous, si le feu dérape, les pompiers interviennent et le paysan n'aura rien à payer. Même si ça coûte 300 000 € d'envoyer les canadaires, tout ça, la personne est couverte. Par contre, si le feu est sauvage, si l'écobuage est sauvage, que ça n'a pas été déclaré et que les pompiers interviennent et qu'on attrape le coupable, là il aura des comptes à rendre en justice. Oui, les bonnes pratiques, c'est tout ce qu'on veut. Effectivement, dans la démarche préfectorale avec la création de clés, c'est pour essayer que les paysans arrêtent de faire n'importe quoi. Parce que là, ils attendaient la saison bien sèche, ils craquaient une allumette, et puis alors, c'était la catastrophe. Donc, on fait intervenir des techniciens qui leur disent, voilà, si vous brûlez 2 jours après la pluie, qu'il y a eu 2 jours de soleil, la végétation va brûler, par contre, le sol sera humide et vous n'allez pas abîmer le sol. Donc ça, c'est une chose qui est entendue par les paysans. On essaye comme ça de les cadrer un petit peu. Mais moi j'ai assisté, un jour il y avait un incendie, on va dire. On téléphone aux pompiers, c'était pas très loin, avec un dégagement de fumée colossal. Et on nous dit, ben non, c'est un feu dirigé. Alors je téléphone au technicien, et j'ai dit, est-ce que tu es au courant? C'était après une période de sécheresse de 15 jours ou 3 semaines. C'était très sec, c'était sur une soulane calcaire, donc en plein sud, et c'est dans une zone Natura 2000. Alors je lui ai dit tout ça. Le gars, il était surpris. J'ai dit, qu'est-ce que tu en penses? Mais il me dit, tu sais, en agriculture, on ne fait pas toujours comme on veut, mais on fait plutôt comme on peut. Alors, avec ce genre d'excuses, tout est permis.